Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un vendredi matin, dans les rues animées de Washington DC, un vieil homme noir nommé Joseph Langston, âgé de 78 ans, ferma doucement la porte de sa maison en chêne, située dans un quartier résidentiel discret à quelques kilomètres du centre-ville. Il jeta un regard vers le ciel encore voilé de brume, inspira profondément l'air frais du matin, puis entama sa marche avec la dignité qui l'avait toujours caractérisé. Vêtu avec son élégance discrète habituelle, Joseph portait un manteau de laine gris anthracite, parfaitement coupé, qui tombait avec fluidité sur ses épaules encore droites. Une écharpe bordeaux soigneusement nouée lui couvrait le cou, contrastant subtilement avec la blancheur de ses cheveux courts, taillés avec soin. À ses mains, des gants en cuir patinés par le temps, hérités de son père, ancien ouvrier syndicaliste, qui lui avait appris la valeur du travail et du respect. Dans sa main droite, il tenait une canne ancienne en bois d'ébène, finement sculptée à la main par un artisan de Louisiane. C'était plus qu'un appui, c'était un symbole, un lien avec ses racines, avec l'histoire de sa famille qui avait traversé l'esclavage, la ségrégation, les marches pour les droits civiques, jusqu'à ce qu'un de ses fils monte un jour les marches de la Cour suprême. Dans sa main gauche, une sacoche en cuir brun foncé, usée sur les bords, contenant des documents juridiques, des notes écrites à la main, des arrêts de jurisprudence qu'il annotait encore, et une copie de la Constitution qu'il gardait toujours avec lui. Joseph marchait lentement mais fièrement. Chaque pas, bien que mesuré, résonnait avec assurance. Il avançait comme un homme habitué au regard, au débat, au silence lourd de la justice. Il n'aimait pas être accompagné, même si on lui proposait souvent une voiture ou un assistant. À ses yeux, marcher seul dans la ville était un acte de liberté. Cela lui rappelait qu'il avait vécu assez longtemps pour voir cette ville changer, et qu'il avait contribué à ces changements. Ancien professeur de droit constitutionnel à Harvard, ancien doyen de la Cour suprême des États-Unis, Joseph Langston avait marqué de nombreuses générations de juristes, de politiciens, de militants. Son nom évoquait à la fois la rigueur, l'intégrité, et la mémoire vive d'un peuple résilient. Il avait rédigé des avis dissidents devenus célèbres, défendu les droits civiques dans les moments les plus sombres, et siégé dans des affaires historiques qui avaient façonné la société américaine contemporaine. Mais ce matin-là, quelque chose l'incita à changer d'itinéraire. En descendant l'avenue Pennsylvania, il aperçut une manifestation bruyante, avec des banderoles, des cris de slogans, et des hélicoptères tournant dans le ciel. Ce n'était pas qu'il craignait le tumulte, il y avait participé, dans sa jeunesse. Mais il cherchait ce jour-là le calme et la clarté d'esprit, car il devait rejoindre un comité sénatorial privé pour discuter d'un projet de réforme judiciaire concernant les abus policiers. Une réunion cruciale. Il fit donc un détour par une rue secondaire, plus étroite, moins fréquentée, bordée d'immeubles de briques rouges. Le genre de rue que les touristes ne prennent jamais, mais où les vieux Washingtoniens retrouvent encore des éclats de la ville d'antan. Il s'arrêta un instant près d'un banc, non pas pour se reposer, mais pour contempler une petite fresque murale représentant Thurgood Marshall, le premier juge noir de la Cour suprême, son mentor spirituel. Il posa doucement sa main sur le pommeau de sa canne, fixa l'horizon, et murmura. « Encore un peu de route, mon vieil ami. Encore un combat à mener. » Il ne savait pas encore que les prochaines minutes allaient le plonger dans une situation qui remettrait en question tout ce qu'il avait défendu toute sa vie, la présomption d'innocence, la dignité humaine, et le respect de la loi non pas en salle d'audience, mais dans la rue, face à un uniforme trop sûr de lui. Une voiture de police noire et blanche freina brusquement à sa hauteur, dans un crissement de pneus disproportionné pour la situation. Les gyrophares, bien que non allumés, projetaient une ombre menaçante sur le trottoir. À bord, deux jeunes agents, Eric Dalton, 32 ans, regard perçant, mâchoire crispée, et son partenaire Mark Bradley, 28 ans, au regard plus fuyant, déjà visiblement mal à l'aise. Dalton était un homme de procédure, mais surtout de préjugés. Ancien militaire reconverti dans la police, il s'était forgé une réputation de gardien de l'ordre, appliquant la loi sans nuance, avec une rigidité qu'il croyait être du professionnalisme. Dans sa tête, tout inconnu était un danger potentiel. Et tout homme noir seul, dans un quartier gouvernemental, en devenait un suspect silencieux. La voiture à peine arrêtée, Dalton bondit hors du véhicule,
la main près de sa ceinture. Il marcha droit sur Joseph avec un air d'autorité. « Vous allez où, monsieur ? Vous traînez près de bâtiments fédéraux. Il y a eu des menaces récentes. » Joseph leva les yeux, surpris par le ton, mais pas déstabilisé. Il avait vu pire dans sa jeunesse. Il s'arrêta calmement, planta sa canne dans le sol, et répondit avec la même voix grave et posée qu'il avait utilisée des milliers de fois à la barre. « Je me rends à une réunion judiciaire. J'ai simplement évité la foule du centre-ville. » Dalton resta silencieux un instant. Il détailla Joseph, le manteau bien taillé, la sacoche ancienne, la canne. Rien de menaçant. Mais son esprit, influencé par des années de suspicion, choisit de ne pas faire confiance. Il crut voir dans la canne un espace creux, un compartiment. Et la sacoche, trop lourde pour n'être que symbolique. « Montrez vos papiers. Et videz votre sac. Maintenant. » Joseph haussa légèrement les sourcils. Il n'était pas provocateur, mais il savait ses droits. Il avait lui-même rédigé des décisions constitutionnelles sur le 4e amendement, celui qui protège contre les fouilles abusives. « Je suis un citoyen respectueux de la loi, officier. Vous n'avez aucun fondement légal pour cette fouille. » « Je n'ai rien fait d'illégal. » Le ton restait calme. Mais dans les yeux de Dalton, cette réponse fut perçue comme un défi. Il n'y voyait pas un juriste sûr de ses droits, mais un homme âgé qui osait lui répondre, lui résister. « Ne discutez pas. Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à l'ordre public. » Bradley, resté en retrait, ouvrit la bouche, hésita à intervenir, mais se ravisa. Il voyait que quelque chose clochait. Il ressentait l'injustice, mais l'habitude, la hiérarchie et la peur de s'opposer à Dalton le firent se taire. Dalton s'avança d'un pas rapide, arracha la sacoche des mains de Joseph et la jeta au sol. Il attrapa l'ancien homme par l'épaule, le poussa contre le mur de briques avec une brutalité inutile, ignorant les protestations calmes mais fermes de sa cible. La canne en bois d'ébène roula sur le trottoir dans un bruit sourd et douloureux. Joseph, déstabilisé, perdit l'équilibre et tomba à genoux, ses mains encore contre le mur, ses documents juridiques éparpillés sur le trottoir, des décisions de justice, des notes manuscrites, des extraits de la Constitution. Un silence glacial s'abattit sur la rue. Le bruit des voitures au loin, des hélicoptères, des klaxons, tout semblait s'effacer. À quelques mètres de là, un couple de touristes, horrifiés, s'était arrêté. La femme, les yeux écarquillés, murmura à son mari. « Il est trop vieux pour ça. C'est pas normal. » Elle sortit son téléphone. Elle filma. Tout. L'arrestation. Le regard confus de Joseph. Le pied de Dalton écrasant les papiers tombés. Le visage fermé de Bradley qui regardait au sol. Le vieil homme, à genoux, ne suppliait pas. Il ne criait pas. Il leva lentement la tête vers Dalton et dit d'une voix basse mais tranchante. « Souvenez-vous de ce moment, officier. Parce que vous allez en répondre. Pas à moi. Mais à la justice. » Dalton ricana, sans comprendre à quel point ces mots allaient s'ancrer dans l'histoire qui s'écrivait sous ses yeux. Moins d'une heure plus tard, dans le commissariat du 3e district, l'ambiance était tendue. Le poste semblait fonctionner au ralenti, comme si l'air lui-même s'était alourdi. Les bruits habituels, les téléphones qui sonnent, les pas pressés, les discussions hachées semblaient avoir été étouffés par une pression invisible. Dans son bureau vitré au fond du couloir, le chef de police Gregory Ansley, un vétéran aux cheveux grisonnants et au regard dur, terminait à peine un rapport de routine quand son téléphone fixe se mit à hurler violemment. Il décrocha machinalement, mais à peine avait-il dit « Allô » qu'il fut assailli par une voix fulminante à l'autre bout du fil. « Mais qu'avez-vous fait, bon sang ? Vous venez de maltraiter le juge Joseph Langston. » Ansley se figea. Sa mâchoire se décrocha légèrement. Il crut d'abord mal entendre. Le juge Langston ? Le même Joseph Langston qui a siégé à la Cour suprême des États-Unis ? Oui. Et pas n'importe quand. Il devait rencontrer le président du Sénat cet après-midi pour discuter d'une proposition de loi fédérale sur la réforme de la justice pénale. Et vous l'avez humilié en pleine rue comme un criminel. Le téléphone tremblait dans la main du chef. Une sueur glacée perla sur sa tempe.
Il ferma les yeux un instant, priant que ce soit un malentendu. Mais il savait déjà que ce n'en était pas un. À cet instant précis, un agent entra dans le bureau, pâle comme un linceul. « Chef. Vous devriez voir ça. » Sur les écrans de la salle de surveillance, la vidéo tournée par le couple de passants tournait en boucle sur les réseaux. Déjà des milliers de partages. Le titre était sans appel. Un vieil homme noir humilié par la police. Il s'avère être un juge de la Cour suprême à la retraite. Des journalistes campaient déjà devant les grilles. Des avocats, des sénateurs, d'anciens collègues de Joseph Langston appelaient les uns après les autres. C'était trop tard, l'affaire était publique. Et le nom du district 3 allait être au centre d'un séisme médiatico-politique. Quelques minutes plus tard, une limousine noire blindée, frappée du sceau officiel du gouvernement, se gara devant le poste. 2 agents du secret service ouvrirent la porte arrière, laissant sortir un homme au costume impeccable, l'expression glaciale, Robert Chase, conseiller spécial du président du Sénat. Il entra sans saluer, ses pas résonnant sur le sol carrelé du commissariat. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il alla droit vers l'agent Dalton, qui se tenait raide, le visage livide, incapable de cacher son malaise. « Officier Dalton » demanda le conseiller, avec un calme tranchant. « Oui. Monsieur. Vous venez d'arrêter et de violenter une légende vivante du droit américain. Un homme qui a consacré sa vie à défendre la Constitution que vous étiez censé protéger. Savez-vous ce que vous venez de faire ?» Dalton tenta de répondre. Il balbutia, se noyant dans ses propres justifications. Je ne savais pas qui il était. Il n'avait pas de carte d'identité visible, et il n'avait pas l'air. Le conseiller s'approcha alors, se pencha légèrement, et demanda d'un ton froid et presque inaudible. Il n'avait pas l'air de quoi? D'être un homme instruit? Un juge? Un citoyen? Ou simplement un homme digne de respect malgré sa couleur de peau et son âge? Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Même Bradley, son partenaire, baissa les yeux. Dans une salle d'interrogatoire, Joseph Langston était assis, droit malgré la fatigue visible sur son visage. Un médecin était venu s'assurer de son état. Il avait refusé un lit, un fauteuil roulant, et même un verre d'eau. Ce qu'il attendait, c'était qu'on vienne lui expliquer pourquoi, après tout ce qu'il avait donné à son pays, il avait été traité comme un inconnu dangereux. Quand le chef Ansley entra avec Dalton, Joseph leva les yeux, et son regard transperça l'espace. « Monsieur Langston » commença le chef, gêné. « Nous sommes sincèrement désolés. Une enquête interne sera immédiatement ouverte. Le département de la justice. » Joseph leva une main. D'un geste calme. Ferme. « Je ne vais pas porter plainte. » Ansley et Dalton se figèrent. « Mais je vais exiger quelque chose. Une seule chose. » Il regarda Dalton droit dans les yeux. Lentement. Intensément. Que cet homme m'écoute. Vraiment. Pas comme un suspect, pas comme un supérieur. Qu'il m'écoute comme un être humain. Il se leva, récupéra sa canne, remit doucement son écharpe en place. Puis, fixant Dalton, il ajouta. « Vous m'avez jugé sans me connaître. Comme tant d'autres avant vous. Mais vous allez maintenant apprendre qui je suis, et pourquoi cela doit changer. » Dalton, incapable de parler, hocha simplement la tête. Il comprenait, au fond de lui, que ce moment allait changer à jamais sa manière de voir le monde. Une semaine plus tard, dans un amphithéâtre sobre mais chargé d'histoire du département de police de Washington D.C., un silence presque sacré régnait. Plus de 100 officiers en uniforme, agents vétérans comme nouvelles recrues, étaient rassemblés, assis en rang serré, les yeux rivés sur l'homme debout sur l'estrade. Au centre, Joseph Langston, vêtu d'un costume sombre et sobre, la même canne à la main, se tenait droit malgré ses 78 ans. Sa voix, grave et posée, portait dans chaque recoin de la pièce, sans micro, comme s'il s'adressait non seulement aux officiers présents, mais à toute une nation blessée et en attente de rédemption. Je ne suis pas ici pour parler de moi. Je suis un vieil homme. J'ai traversé des décennies d'histoire. J'ai vu le pays brûler et guérir, reculer et avancer. Mais ce qui m'est arrivé ce matin-là n'était pas un accident,
ni un incident isolé. C'était le reflet d'un mal plus profond. Il s'arrêta un instant, balayant la salle du regard. Certains policiers baissaient les yeux. D'autres fixaient Joseph avec intensité, conscients de la gravité du moment. Je parle aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de voix. Ceux dont l'arrestation ne sera pas filmée. Ceux dont les droits sont piétinés parce qu'ils n'ont ni nom célèbre, ni costume bien taillé, ni carte de visite prestigieuse. Chaque jour, des hommes et des femmes subissent ce que j'ai subi. Et vous savez quoi? Beaucoup le supportent en silence, car ils n'ont pas le choix. Un murmure de malaise traversa la salle. Joseph fit alors une pause, puis se tourna doucement vers la première rangée, là où était assis l'officier Éric Dalton, vêtu de son uniforme mais sans arme ni insigne, visiblement marqué. Ses mains étaient jointes. Ses yeux humbles. Il avait écouté chaque mot, comme on écoute un jugement. Officier Dalton. La salle se tendit. Joseph s'approcha du bord de la scène, croisant le regard de l'homme qui, une semaine plus tôt, l'avait plaqué contre un mur sans savoir qui il était. Je vous pardonne. Un frisson parcourut la salle. Le silence devint plus dense encore. Mais comprenez ceci, votre erreur ne venait pas seulement de l'ignorance. Elle venait d'un réflexe inculqué, d'un conditionnement que notre société, nos institutions, nos médias, notre histoire vous ont transmis. Ce n'est pas vous, en tant qu'homme, que je condamne. C'est le système qui vous a appris à craindre certains visages. Joseph marqua un temps, puis reprit, plus doucement. Il est temps de réapprendre à regarder. À voir des personnes, pas des profils. Des citoyens, pas des menaces. Un applaudissement discret s'éleva, puis gagna l'ensemble de la salle. Ce n'était pas un applaudissement triomphal. C'était un applaudissement d'acceptation, de réflexion, de reconnaissance. Le discours fut enregistré, diffusé sur les chaînes nationales. Les images de l'arrestation, suivies de celles du juge Langston sur scène, firent le tour du pays, puis du monde. Les réseaux sociaux relayèrent massivement ces paroles. Le discours devint un moment historique. Un électrochoc. La Maison-Blanche réagit, ainsi que le Sénat. Plusieurs institutions judiciaires et policières ouvrirent des enquêtes internes. Le département de police de DC annonça une réforme immédiate, incluant des modules de sensibilisation obligatoires sur les droits civiques, l'histoire raciale des États-Unis et l'éthique du discernement. Dalton, quant à lui, fut suspendu de ses fonctions sans solde pour une durée indéterminée. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une conférence de presse surprise, Joseph Langston annonça la création officielle de la Fondation Langston pour la justice et l'égalité, dont la mission serait de former les forces de l'ordre, de sensibiliser les jeunes, et de documenter les abus systémiques. À sa tête, Amara Langston, sa petite-fille, avocate brillante, diplômée de Columbia, militante des droits civiques, et figure montante du barreau américain. C'est elle qui invita Dalton à intégrer, volontairement, le premier cycle de formation pilote de la Fondation. À la surprise générale, Dalton accepta. Les mois passèrent. Dalton changea. Il assista à chaque atelier. Il écouta d'anciens détenus injustement arrêtés. Il entendit les récits de mères ayant perdu un fils dans une interpellation trop brutale. Il ne chercha pas à se défendre. Il absorba, apprit, douta. Puis, il demanda à prendre la parole lui aussi. Il commença à visiter des écoles, des centres communautaires. Il racontait son erreur, non comme une victime, mais comme un exemple. Il expliquait ce qu'il avait pensé en voyant Joseph ce matin-là, et comment le pardon du juge avait brisé son armure intérieure. Un jour, devant une classe de lycéens dans le Bronx, il déclara : « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je peux choisir ce que je fais maintenant avec cette faute. La cacher, ou la transformer. J'ai choisi la deuxième voie. » Et Joseph Langston, pendant ce temps, continuait de parler. Sur les campus, dans les parlements, dans les salles de classe. Il n'était plus simplement un ancien juge. Il était devenu la mémoire vivante d'une justice à visage humain. 2 ans plus tard, un matin d'automne, Joseph Langston s'éteignit paisiblement dans son sommeil, dans sa maison bordée d'érables rouges, entouré des siens, dans une sérénité que seule une vie de combat accompli peut offrir. La nouvelle de sa mort secoua le pays.
Les drapeaux furent mis en berne. Des centaines d'articles rendirent hommage à l'icône du droit et de la justice raciale. Sur les réseaux, des milliers de personnes partageaient des extraits de ses discours, ses anciens cours de droit, et surtout, cette fameuse vidéo où il pardonnait publiquement à un policier, devenant ainsi, pour une génération entière, la voix d'une sagesse rare et désarmée. Le jour de l'enterrement, le ciel était gris perle, et une pluie fine tombait doucement sur Arlington Memorial, où il avait souhaité reposer, non pour la gloire militaire, avait-il dit un jour, mais pour rappeler que la paix est parfois le fruit de combats invisibles. La cérémonie était à la fois officielle et intime. Des milliers de personnes étaient présentes. Des juges en robe noire, des étudiants en droit qui avaient suivi ses enseignements, des maires, des anciens condamnés innocents, des militants venus des quatre coins du pays. Des présidents d'université, des sénateurs, des enfants anonymes. Tous portaient un regard grave et reconnaissant. Et au fond de la foule, droit comme une statue sous la pluie, se tenait l'agent Eric Dalton. En uniforme, immobile, sans gants, tête baissée, le regard embué. Il n'était pas là en représentant de la police. Il était là en témoin d'une vie qui avait transformé la sienne. Lorsque le cercueil fut descendu lentement, recouvert d'un drapeau américain et de la Constitution pliée à la main, Amara Langston, aujourd'hui une figure politique et juridique d'envergure nationale, s'approcha doucement de Dalton. Elle portait une robe noire sobre, ses cheveux attachés, le regard fier et apaisé. Dans ses mains, une canne ancienne, finement sculptée. La canne de son grand-père. Celle qu'il portait ce matin-là, celle qui avait été jetée à terre, celle qu'il n'avait plus jamais utilisée après l'incident, mais qu'il avait gardée dans son bureau, soigneusement posée contre la bibliothèque, pour se souvenir. Elle s'arrêta devant Dalton. Les gardes s'écartèrent. La pluie ruisselait sur leurs visages. « Monsieur Dalton », dit-elle d'une voix claire, mais douce. Dalton leva lentement les yeux. Il était bouleversé. Il ouvrit la bouche, voulut dire quelque chose, mais rien ne sortit. Amara lui tendit la canne avec un léger sourire. Il la regarda, ému, comme s'il reconnaissait un bâton de témoin dans une course plus grande que lui. « Il aurait voulu que vous la portiez, » murmura-t-elle. « Pour vous souvenir de lui. Pour vous souvenir de ce jour. » Elle ajouta après un court silence. « Parce que le respect ne se commande pas, Eric, il se cultive. Et vous avez commencé à le faire grandir, en vous. » Dalton prit la canne entre ses mains tremblantes. Il la serra contre lui, comme s'il portait non pas un objet, mais un fardeau devenu mission. « Je n'en serai jamais digne, » souffla-t-il. Amara posa alors une main sur son épaule. « Alors soyez-le. Pas pour lui. Pour ceux qui viennent après. » Quelques mois plus tard, un centre de formation pour policiers nouvellement nommé ouvrait ses portes dans le quartier de Washington. Il portait un nom gravé en lettres sobres au-dessus de l'entrée. Institut Joseph Langston pour une justice humaine et égale. Et à l'intérieur, parmi les formateurs, un homme aux cheveux désormais grisonnants, au regard transformé, et à la voix pleine d'humilité, enseignait une leçon qu'il n'avait jamais lue dans un livre. Dans ses mains, souvent, une canne sculptée. Pas comme une relique. Mais comme un rappel.